Donald Trump est à nouveau mis en accusation. Mais sera-t-il condamné, et tout cela pourrait-il se retourner contre eux? Bienvenue à l'émission Amérique non censurée. Je suis Chris Chappell. Le président Trump a fait une fois de plus parler de lui, en étant le premier président américain à être mis 2 fois en accusation. Double destitution, qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons tenter de répondre à cette question dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, nous avons besoin de votre aide. Aimez et partagez cet épisode pour nous aider à lutter contre la diabolisation de YouTube. Et soutenez l'émission sur patreon.com/AmericaUncovered. À la suite de la prise d'assaut du bâtiment du Capitole il y a une semaine et demie, la mise en accusation de Trump est peut-être la retombée la plus dévastatrice. En fait, peu importe. L'interdiction permanente de Twitter est probablement la retombée la plus dévastatrice pour Trump. Que va faire Trump maintenant quand il se réveillera à 4 heures du matin? Un canular téléphonique à Biden? Pas étonnant qu'il soit si fatigué. Bref, revenons à la mise en accusation. Tout d'abord, un rappel, il y a 1 an, au cas où vous auriez oublié le précédent procès de mise en accusation de Trump. Selon la Constitution, le président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis sont démis de leurs fonctions pour mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits graves. Contrairement à la première mise en accusation de M. Trump, cette fois-ci, le Parlement n'a pas lancé d'enquête de mise en accusation avant d'apporter l'article formel de mise en accusation. Un jour seulement après l'émeute du Capitole le 6 janvier, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré que la Chambre mettrait Trump en accusation à moins que le gouvernement ne le prive de ses pouvoirs. Cela impliquerait que le vice-président Mike Pence et les membres du gouvernement invoquent le 25e amendement de la Constitution pour destituer le président Trump de ses fonctions. En fait, la Chambre des représentants a approuvé mardi une résolution demandant à Pence d'utiliser le 25e amendement. Et ce, malgré le fait que Pence ait déjà envoyé une lettre à Pelosi pour lui dire qu'il ne le ferait pas. Pence a dit qu'il pensait qu'il serait inconstitutionnel d'utiliser le 25e amendement de cette façon. Car l'amendement est conçu pour répondre à ce qui se passe lorsqu'un président est frappé d'incapacité ou de handicap, et non pour le démettre de ses fonctions pour d'autres raisons. Pence a souligné que Pelosi avait dit la même chose il y a quelques mois lors de l'introduction d'une législation visant à créer une commission du 25e amendement. Pence a également exhorté le Congrès à éviter les actions qui diviseraient et enflammeraient davantage les passions du moment. Le Parlement a clairement pris ses paroles à cœur, puisqu'il a voté la destitution de M. Trump alors qu'il ne lui restait qu'une semaine de présidence. Le vote final à la Chambre a été de 232 contre 197 voix. 10 républicains ont voté avec tous les démocrates, ce qui signifie que c'était techniquement une destitution bipartisane. Ensuite, que va-t-il se passer? Le Sénat doit tenir un procès de destitution. Le président de la minorité sénatoriale, Chuck Schumer, a demandé au président de la majorité sénatoriale, Mitch McConnell, de permettre immédiatement au procès de commencer. Et il a été rapporté que McConnell soutenait en privé la mise en accusation. Mais McConnell a refusé de convoquer à nouveau le Sénat en session d'urgence, ce qui signifie qu'ils ne reviendront pas avant le 19 janvier. Dans une déclaration, McConnell a dit qu'il n'y aurait pas assez de temps, avant que Biden ne prête serment, pour tenir un procès équitable ou sérieux. Le deuxième procès de mise en accusation de Trump aura donc lieu après que Biden soit devenu président. Ce qui signifie que Trump pourrait être le premier président à être destitué de ses fonctions, après avoir déjà quitté ses fonctions. Je ne peux pas imaginer que Biden soit ravi à l'idée que Trump fasse l'objet d'autant d'attention au début de sa présidence. Mais vous savez qui est enthousiaste? Les médias. Pensez à l'audimat. Pour que Trump soit condamné, il faudrait que les 2/3 du Sénat votent contre lui. Cela signifie que 17 républicains devraient rejoindre les 50 démocrates. Et si Trump est reconnu coupable, une majorité simple de sénateurs pourrait voter pour le disqualifier à nouveau de ses fonctions publiques. Et comme M. Trump ne peut pas être démis de ses fonctions une fois qu'il n'est plus en fonction, il semble que le véritable objectif soit de l'empêcher de se présenter à nouveau à la présidence en 2024.
Mais Trump peut-il même être jugé au Sénat alors qu'il a déjà quitté ses fonctions? Certains experts affirment que oui. Les partisans de cette idée évoquent le cas de William Belknap, secrétaire à la guerre sous le président Ulysses S. Grant. En 1876, Belknap était sur le point d'être destitué par la Chambre, mais il a ensuite démissionné. La Chambre l'a mis en accusation de toute façon, et le Sénat a organisé un procès, mais Belknap n'a pas été condamné. D'autres experts affirment qu'un procès au Sénat après que Trump ait quitté ses fonctions serait inconstitutionnel. L'argument est que selon la Constitution, le seul pouvoir du Sénat en vertu de la Constitution est de condamner, ou non, un président sortant. Et M. Trump ne serait plus un président en exercice. On peut également se demander si M. Trump peut être disqualifié de ses futures fonctions si la condamnation intervient alors qu'il a déjà quitté ses fonctions. Il n'y a pas de réponse claire à ces questions. Cela signifie que M. Trump pourrait contester le procès du Sénat devant un tribunal en le qualifiant d'inconstitutionnel. Et cette décision irait finalement à la Cour suprême. Trump va faire la une des journaux pendant longtemps. Pensez à l'audimat. D'accord. Alors pourquoi Trump est-il réellement mis en accusation? La Chambre a soumis un seul article de mise en accusation contre Trump, incitation à l'insurrection. Voici ce que la présidente de la Chambre des représentants, Pelosi, dit sur les raisons de la mise en accusation de Trump. Nous savons que nous faisons face à des ennemis de la Constitution. Nous savons que nous avons vécu une insurrection qui a violé le caractère inviolable du Capitole et a tenté de renverser la volonté dûment consignée du peuple américain. Et nous savons que le président des États-Unis a incité cette insurrection, cette rébellion armée, contre notre pays commun. Il doit s'en aller. C'est un danger clair et actuel pour la nation que nous aimons tous. La résolution de mise en accusation de la Chambre des représentants a fait 3 revendications concernant l'incitation à l'insurrection de Trump. Premièrement, que Trump a fait de fausses déclarations à plusieurs reprises, affirmant que les résultats de l'élection présidentielle étaient le produit d'une fraude généralisée et ne devraient pas être acceptés par le peuple américain ou certifiés par les fonctionnaires de l'État ou par les autorités fédérales. Deuxièmement, qu'il a fait tout son possible pour faire obstruction à la certification des résultats des élections. La résolution cite spécifiquement l'appel téléphonique que M. Trump a passé au secrétaire d'État géorgien et qui a fait l'objet d'une fuite au Washington Post. Et troisièmement, elle cite le discours de Trump lors de son rassemblement du 6 janvier, disant que Trump a délibérément fait des déclarations qui, dans leur contexte, ont encouragé et probablement entraîné des actions illégales au Capitole, telles que « si vous ne résistez pas de toutes vos forces, vous n'aurez plus de pays ». C'est la raison pour laquelle, selon la Chambre, Trump a été mis en accusation pour incitation à l'insurrection. Maintenant, on peut raisonnablement affirmer que Trump porte une part de responsabilité dans l'émeute du Capitole, d'autant plus qu'il a appelé à un rassemblement le 6 janvier. Mais a-t-il incité à l'insurrection? En raison de la protection du premier amendement pour la liberté d'expression, le seuil légal de l'incitation est très élevé. Comme le dit un professeur de droit. Dire des choses qui inciteront vraisemblablement certains membres du public à agir illégalement ne suffit pas. Parler de manière imprudente ne suffit pas. La Cour était bien consciente que les discours soutenant de nombreux mouvements, de gauche, de droite ou autres, qui ne font que pousser la majorité à l'action politique peuvent également conduire une minorité du mouvement à l'émeute ou pire encore. Elle a délibérément créé un test de protection du discours qui était très difficile à satisfaire. Trump a utilisé le mot « combat » dans son discours à 21 reprises, mais la plupart de ces utilisations étaient clairement métaphoriques, comme lorsqu'il parlait de la lutte contre les grands donateurs, les grands médias et les grandes entreprises de technologie. D'un point de vue juridique, le New York Times a fait une remarque similaire sur le fait que le discours de Trump n'est probablement pas une incitation. Selon le New York Times, M. Trump a utilisé beaucoup d'images et d'insinuations violentes pour attiser la colère de ses partisans, leur dire de se battre beaucoup plus fort et les envoyer marcher sur le Capitole, mais il ne leur a jamais demandé expressément de commettre des crimes. Et ils ont également cité Trump disant que les gens devraient faire entendre leur voix de manière pacifique et patriotique. Puis le Times poursuit immédiatement en disant « Pourtant, il y a eu un accord qui dépasse les lignes idéologiques pour dire que M. Trump a incité à l'émeute. » D'accord. Dissonance cognitive ici, New York Times. Vous dites que ce n'est pas légalement une incitation. Et dans le paragraphe suivant, vous dites qu'il y a un accord sur le fait que c'est une incitation. Je suis confus.
Bien sûr, comme je l'ai dit dans nos épisodes précédents sur la première destitution de Trump, le président peut toujours être mis en accusation et condamné pour quelque chose même si ce n'est pas vraiment illégal. Mais National Review, un média conservateur qui n'aime pas Trump, souligne que les démocrates ont peut-être dépassé les bornes en mettant Trump en accusation pour incitation à l'insurrection. L'article dit que même si Trump peut être mis en accusation pour incitation, l'utilisation des mots « incitation » et « insurrection » signifie que les avocats de Trump peuvent soutenir que, juridiquement parlant, les actions de Trump n'étaient pas une incitation, que l'émeute n'était pas une véritable insurrection, et que Trump n'a pas provoqué cette insurrection. L'argument selon lequel M. Trump a provoqué l'émeute par son discours du 6 janvier pourrait s'avérer particulièrement délicat à mesure que des informations supplémentaires seront publiées, indiquant que les émeutiers l'ont planifié à l'avance. Mais, la semaine dernière, une chose est devenue claire. La destitution, qui est censée être une chose sérieuse pour le Congrès, devient de plus en plus un outil politique pour les démocrates et les républicains. Du côté des démocrates, ils ont immédiatement menacé de destitution après l'émeute, ont accéléré un vote de destitution une semaine avant la fin du mandat de Trump, et ont fait pression sur le Sénat républicain pour qu'il organise un procès afin d'immédiatement destituer Trump. Même le fait que nous pensions que les 50 sénateurs démocrates condamneront Trump montre à quel point la mise en accusation est partisane. Il a été rapporté, du côté des républicains que Mitch McConnell se réjouit de la mise en accusation parce qu'il sera plus facile de destituer Trump du Parti républicain. Dans les deux cas, il semble que les démocrates et les républicains soient plus préoccupés par la façon dont la destitution de Trump aide leur parti sur le plan politique, plutôt que d'aider le pays. La hâte de mettre en accusation Trump, sur le plan politique, peut en fait se retourner contre eux. Ils auraient pu laisser M. Trump quitter son poste sans bruit et estomper leur inutilité. Mais au lieu de cela, Trump va maintenant se battre contre sa mise en accusation dans un procès très public au Sénat. Et comme je l'ai déjà mentionné, il pourrait même aller devant la Cour suprême des États-Unis. Et, d'une autre manière, cette procédure de destitution pourrait se retourner contre eux. Voici le républicain Tom McClintock qui explique pourquoi cela crée un dangereux précédent. Dans nos passions cette semaine, nous avons établi de nouveaux précédents dangereux qui nous hanteront pendant des années. Hier, nous avons redéfini le discours intempestif comme une incapacité physique nécessitant une révocation. Aujourd'hui, nous le définissons comme un crime et un grave délit. Dès lors qu'un membre d'un groupe prononce un discours passionné et qu'une frange lunatique de ce mouvement en profite pour se croire autorisé à tout, soyez prêts à répondre à ce nouveau précédent que nous avons établi aujourd'hui. Plus tard, ce ne sera sûrement pas un problème. Tout comme les démocrates qui ont pris pour cible des complices républicains après le siège du Capitole ne seront pas non plus un problème plus tard. Mais le bon côté des choses, c'est que l'audimat est très bon. Donc, double mise en accusation. Que pensez-vous que cela signifie? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci de regarder cet épisode d'Amérique dévoilée. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.